Alors bonjour, je suis Barbara Stigler, je suis professeure de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne. Je suis l'auteur d'ouvrages sur le néolibéralisme et la démocratie notamment. Et je suis en train d'accorder une entrevue à la chaîne À Gauche. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews. Qu'est-ce qui est arrivé à la gauche durant la pandémie, de par son silence face à certaines mesures autoritaires des gouvernements? Parce que beaucoup de problèmes viennent d'une mauvaise analyse du néolibéralisme. C'est-à-dire que quand on considère que le néolibéralisme, c'est le retrait de l'État. Quand on considère que c'est, un État qui ne déploie pas de politique de santé, qui se retire au profit du marché, alors on analyse toute intervention de l'État comme, un retour de l'État-providence et c'est malheureusement ainsi que beaucoup de formations de gauche ont analysé l'intervention permanente de l'État dans nos vies, par exemple, dans la France de Macron. Ils y ont vu, le signe, l'indice d'un retour de l'État et donc d'un retour de l'État-providence parce qu'il y avait une politique de santé, parce qu'il y avait une politique sociale. Or, c'est très mal connaître le néolibéralisme qui, justement, dans les années 30, se constitue autour de l'idée qu'il faut, imposer un retour de l'État à le déploiement de politiques de santé, de politiques d'éducation, de politiques sociales, mais pour adapter les populations à la mondialisation et à l'innovation permanente. Et donc c'est ce que, la les pour ce qui est du covid, ben, précisément, on a mis en compétition tous les individus les uns contre les autres pour qu'ils accèdent à l'innovation à travers le QR code, le e-learning, le commerce numérique et les injections, des sociétés, pharmaceutiques comme, Pfizer, par exemple. Donc c'était, pour la gauche, pour une immense majorité de membres de la gauche, des représentants de gauche, c'était, se mettre derrière une politique de santé, un État social. Hem et donc dans les partis de gauche, beaucoup de militants étaient, outrés par les mesures, liberticides et en fait néolibérales de la politique de Macron, mais se sont sentis abandonnés. Bon, ont pu pardonner, tourner la page et rester à gauche, mais d'autres sont partis vers l'extrême droite. On a complètement abandonné à l'extrême droite, la contestation, des mesures, covid. La gauche avait-elle peur de passer pour des anti-sciences? Il y a eu aussi, l'idée que, les mesures déployées par le conseil de guerre de Macron étaient du côté de la science. Heu, il avait soi-disant les scientifiques avec lui. La réalité, c'est que, en fait, il a mis en place un conseil scientifique dont très vite il n'a pas suivi les avis, présidé par, Jean-François Delfraissy et il a très vite remplacé tous les scientifiques compétents en matière de gestion des épidémies, qui n'ont jamais été consultés d'ailleurs. Il les a remplacés par des cabinets de conseil privés, soit pour faire du nudging, c'est-à-dire, de l'incitation, pour les populations à aller dans la bonne direction par des nudges, ce qu'on appelle des nudges, c'est-à-dire des dispositions qui utilisent les biais cognitifs des populations pour les conduire dans la bonne direction. Donc c'est ce qu'il a fait avec la BVA Nudge Unit et qui a mis au point l'auto-attestation de sortie, qui est un nudge, et qu'il a facturé au cabinet, BVA Nudge Unit qui n'a rien à voir avec de la médecine. Et bien sûr, il a fait appel au cabinet McKinsey pour qui, là encore, ne comptait aucun, connaisseur de sciences ou de médecine il a fait appel au cabinet McKinsey pour, faire pression sur la population pour qu'elle accepte un produit, dit innovant. Donc on a complètement confondu science et innovation et la sphère scientifique a été complètement tétanisée de son côté et n'a quasiment pas pris la parole, de peur d'être, mal vue. Donc ce qui a alimenté ensuite l'illusion, qui était largement partagée à gauche que, Macron, agissait au nom de la science. Que reste-t-il des lois autoritaristes des gouvernements durant le Covid?
difficile de répondre, de savoir ce qui reste des mesures autoritaires qui ont été dictées pendant le Covid. Il en reste un très mauvais souvenir et c'est devenu un sujet tabou. C'est-à-dire que c'est un sujet que toute la population qui a vécu ça pendant 2 ans, évite d'aborder. Donc je peux absolument pas vous dire si, ça sera la matrice de nouvelles expériences autoritaires ou si au contraire, le souvenir est tellement, négatif qu'une prochaine fois, par exemple à l'occasion d'une guerre, la population ne se laissera pas faire. Je n'en sais rien du tout. Vous-même, vous avez subi de la censure durant cette période? C'est très difficile à savoir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'une censure, à mon encontre s'est mise en place, suite à mon passage sur France Inter où je mettais en cause certaines allégations complètement arbitraires du gouvernement. Par exemple, la suivante, il était dit que pour sortir en extérieur, même quand il y avait personne autour de soi, il était obligatoire de porter un masque. Bon, je racontais que dans tous les laboratoires de France et du monde, ça faisait rire tous les scientifiques parce qu'effectivement, c'est complètement irrationnel. Donc le simple fait d'avoir dit ça m'a valu, une censure, dans tous les grands médias et ensuite j'ai aggravé mon cas en soutenant à la présidentielle la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui est considéré comme le nouveau Satan, en France, pendant que Marine Le Pen, est de plus en plus, jugée comme fréquentable. Donc pour toutes ces raisons, je me suis retrouvée, heu, blacklistée des grands médias, mais je ne sais pas si, cette censure continue à s'opérer sur les autres. C'est très difficile à savoir. En fait, il n'y a aucun dialogue, aucun débat, aucun bilan, ce qui est quand même très inquiétant, de ces 2 années, complètement folles de mesures, autoritaires. C'est bien dommage parce que s'il y avait un bilan, enfin, il y a un bilan qui est fait par, les milieux, de santé publique, spécialisés, mais il y a pas de bilan fait par l'opinion publique ou, la discussion publique et c'est bien dommage parce que les bilans faits par les scientifiques sur la France sont accablants. C'est-à-dire que la France a eu parmi les mesures les plus liberticides et les résultats les plus catastrophiques sur le Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de morts du Covid, notamment, toutes les populations très âgées qui ont été enfermées et qu'on a laissées mourir seules sans même être accompagnés. C'est un véritable scandale, donc il y a eu énormément de morts du Covid en France, en face de mesures très liberticides, donc le bilan est très mauvais pour la France. Mais il y a pas de discussion. La gauche institutionnelle a-t-elle trop cherché à pacifier le conflit social au lieu de l'assumer politiquement? Très nettement, l'ancienne gauche de gouvernement socialiste qui, évidemment, maintient le système est pétrie de néolibéralisme et donc on n'est pas du tout étonné de voir aujourd'hui le parti socialiste faire alliance, avec la Macronie et être absorbé par la Macronie. Je distingue très nettement de la France insoumise qui, elle, fait son travail d'opposition et qui, elle, est toujours prête à venir en soutien, aux révoltes populaires, dans la rue, ainsi qu'à un scénario, de prise du pouvoir par les urnes. Donc moi je soutiens ce mouvement et je trouve qu'il faut absolument pas le confondre avec, les tentations de cogestion de certains syndicats et l'absorption dans la Macronie pour ce qui concerne le PS. Le PC est plus partagé, le Parti communiste français est un peu plus entre les 2, c'est-à-dire, tiraillé, dans son alliance avec le PS et dans sa capacité parfois à s'opposer au gouvernement, par exemple en votant les censures et c'est un peu pareil pour les Verts qui sont assez ambivalents. Mais sinon on a bien une gauche qui fait son travail en France. Comment expliquer que des figures aussi différentes que Pinochet, Thatcher ou Macron puissent relever d'une même rationalité néolibérale? Vraiment distinguer, le néolibéralisme de l'ultralibéralisme de Thatcher ou Pinochet qui eux sont, chez eux, ça passe vraiment par la destruction de l'action sociale, de l'action de l'État, des politiques étatiques, donc on est vraiment dans la caricature qu'on connaît tous bien de l'ultralibéralisme comme retrait de l'État. Moi, c'est pas à cet ultralibéralisme que je me suis intéressée. Je me suis intéressée au néolibéralisme
qui émerge dans les années 30 et qui, comme je le disais au début de l'entretien, considère que l'État doit être très fort et qu'il doit déployer des politiques sociales pour permettre l'égalité de tous contre tous, c'est-à-dire une compétition loyale de tous contre chacun et donc une égalité des chances. Et ça, c'est ce que vous trouvez à la fois, au niveau de l'Union européenne, au niveau de la France, depuis Valéry Giscard d'Estaing et Raymond Barre jusqu'à Macron évidemment, au niveau du Parti socialiste qui a été complètement, imbibé par cette, doctrine néolibérale qui vise à instaurer l'égalité des chances dans la compétition et la compétitivité. Et vous l'avez aussi, c'est très fort aussi chez les démocrates américains, vous citiez, Biden. Mais vraiment emblématique du néolibéralisme à l'américaine, c'est, Obama. Donc il faut bien distinguer le néolibéralisme qui prône un État fort et très interventionniste qui déploie des politiques de santé, d'éducation, des politiques sociales pour instaurer la compétition dans tous les domaines de la vie, de l'ultralibéralisme qui sort sa tronçonneuse pour détruire l'État et ne n'admettre de l'État que ses fonctions régaliennes, à savoir la police, la justice et la douane. Et ça, c'est Thatcher, c'est Pinochet, c'est aussi, Javier Milei et Elon Musk. Où placez-vous le social-libéralisme et la social-démocratie? Historiquement, la social-démocratie et le social-libéralisme ont été absorbés dans le néolibéralisme. C'est ce que montre très bien le Parti socialiste. Les partis socialistes, pas seulement en France, mais aussi en Allemagne, en Angleterre, on a, une absorption des sociaux-démocrates dans le néolibéralisme. Puisque, la cogestion permettant une ascension sociale, est une vue de l'esprit. Les inégalités ne font qu'exploser donc c'est finalement le néolibéralisme qui triomphe, dans ces pseudo gauches de gouvernement. La France insoumise est-elle social-démocrate? LFI, c'est compliqué, d'évaluer sa place parce qu'elle est pas, la France insoumise n'est pas au pouvoir. Mais si on en reste au plan des revendications, heu, il y a quand même, une ambition révolutionnaire. Il y a quand même une ambition de basculer dans une, démocratie réelle, de sortir du capitalisme, d'utiliser, notamment, les défis écologiques pour, rompre avec le capitalisme, et cetera. Donc ça me paraît impossible de les accuser d'être sociaux-démocrates. Donc la social-démocratie n'a pas pour objectif de dépasser le capitalisme? Oui, telle que je l'ai connue quand, j'étais jeune, la social-démocratie, elle était incarnée par le Parti socialiste, français, dans les années, 80 et 90 et elle a basculé, très clairement dans le camp du néolibéralisme au cours des années 90-2000. Si la France insoumise n'est pas social-démocrate, mais qu'elle a des inspirations révolutionnaires, comment la distinguer de révolution permanente, par exemple? Par exemple, dans leur rapport aux élections, c'est-à-dire que dans Révolution permanente, ils se présentent aux élections, mais pour eux, ça n'a absolument il est hors de question finalement de gouverner à travers les élections. Tandis que la France insoumise essaie de penser une conjonction entre un bouleversement électoral et un bouleversement dans la rue. Mais ils accordent une importance décisive à ce qui se joue dans les urnes, un renversement dans les urnes. Alors que pour Révolution permanente, c'est quelque chose, qui n'a strictement aucune valeur. Mais ils se présentent quand même aux élections pour, faire parler d'eux, voilà. Mais ils ne pensent pas que quoi que ce soit puisse changer par les urnes. Pour une partie de l'extrême gauche, le fait que la France insoumise veuille rester dans le cadre parlementaire bourgeois l'exclut du champ révolutionnaire. Je suis pas sûre parce que je suis pas du tout sûre que les filles veuillent rester dans un cadre parlementaire bourgeois. Ce qui est, en jeu dans le programme de la France insoumise, c'est une sixième république. Rien ne dit qu'il faut garder un parlement bourgeois. Cette sixième république, elle advient par une constituante et la constituante, bah, c'est elle qui modèle les institutions et je pense que les actuels députés de la France insoumise voient très bien toutes les limites de, ce que vous appelez ce parlement bourgeois, hein. Donc voilà. Mais par ailleurs, LFI n'est pas à l'extrême gauche, heu, parce qu'elle ne dé
elle ne descend pas de, cette famille de pensée. Elle est héritière du socialisme, de Jean Jaurès, qui n'est pas, une social-démocratie. La social-démocratie, ça s'est inventé au XXe siècle, ça a une histoire, singulière et différente et la la France insoumise, elle a une rupture telle avec, le parti socialiste que je peux vous dire, qu'à la France insoumise, l'adjectif de SOSDEM, est assez injurieux. Comment définir alors la France insoumise? La France insoumise descend du social en droite ligne de la Révolution française, République sociale et démocratique, et de la pensée de Jean Jaurès, du socialisme de Jean Jaurès et qui est donc, lié aussi au marxisme. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a appelé la social-démocratie à propos du PS, dans les années, 70-80. Assiste-t-on aujourd'hui à une radicalisation autoritaire du néolibéralisme ou simplement à la révélation de sa nature profonde? Oui, merci pour cette question, c'est vraiment une vraie question. Heu, je répondrais plutôt alors il y a une radicalisation puisque le néolibéralisme, dans les années 30 se donne comme programme, comme agenda de fabriquer à l'échelle industrielle le consentement des populations à l'adaptation à la mondialisation et quand il a dit au pouvoir dans les années 70-80 et un peu partout, notamment à l'échelle de l'Union européenne, heu, il il réussit à produire, à fabriquer ce consentement. Donc il y a, une première phase où le consentement fonctionne, l'impératif «il faut s'adapter à un monde mondialisé» fonctionne plus ou moins. Et puis à partir des années, 90, la mondialisation, commence à être l'objet d'une critique. Alors beaucoup veulent une autre mondialisation, les altermondialistes, mais on est encore prisonnier de la mondialisation. Et c'est seulement dans les années 2000, avec par exemple le refus du traité constitutionnel européen qui visait à inscrire dans le marbre de la Constitution européenne la compétition libre et non faussée et le libre-échange à tous les étages. C'est seulement dans les années 2000 que la mondialisation, commence à ne plus faire, rêver personne et on abandonne petit à petit, l'horizon d'une mondialisation heureuse à laquelle il faudrait s'adapter. Et là, il commence à y avoir des poussées démocratiques, souverainistes contre le mondialisme. Et c'est le début de mouvements sociaux très importants et démocratiques. Donc, par exemple, le non au référendum de 2005, qui sera suivi de la révolte des gilets jaunes en 2018, qui, reprend le flambeau, de la souveraineté populaire et de toute une série de manifestations, dans la rue, qui reprennent le chant des gilets jaunes. On est là, même si Macron le veut pas, nous, on est là. Donc on a, de 2005 jusqu'à aujourd'hui, sans cesse des poussées, de révolte contre la mondialisation néolibérale, au nom de la souveraineté populaire, au nom de la démocratie. Et face à ces poussées, le néolibéralisme a pris un visage autoritaire. Il s'est mis à non plus fabriquer le consentement, mais à forcer le consentement, à coups de propagande extrêmement grossière, à coups de menaces, puisqu'il est de plus en plus violent et maintenant il dénie même totalement le consentement. C'est-à-dire que même s'il y a pas de consentement de la population, le néolibéralisme avance ses positions sans les masses, sans la population et encore plus sans le peuple. Donc la question c'est: est-ce que ça révèle son vrai visage? J'aurais tendance à répondre oui. Je pense que dès le départ, le projet d'une manufacture industrielle du consentement, c'est un projet profondément violent, car profondément, antidémocratique. Trump est-il la métamorphose logique du néolibéralisme aux États-Unis? Pour moi, l'irruption de Trump s'explique par le déclin du néolibéralisme. Trump se fait élire contre la mondialisation néolibérale, contre l'adaptation des populations américaines à la mondialisation et pour la fermeture des frontières. Donc si on définit ce que je fais, le néolibéralisme, par l'injonction de l'adaptation à la mondialisation, Trump est anti-néolibéral. Il faut bien le comprendre. C'est une déconstruction fascisante
du régime néolibéral qui le précédait. Comment résister à cette montée du fascisme? De toute façon, la réponse, la réplique ne peut pas être individuelle. Ce qui est fondamental, c'est de s'assembler collectivement, de s'assembler avec les autres pour, établir cette critique, collective du néolibéralisme et cette critique collective du gouvernement électif qui n'est pas une démocratie. Donc il y a une nécessité de s'assembler. Tout ce qui va dans le sens d'un rassemblement physique avec les autres, dans la rue, sur les places, dans des salles qui sont, pérennes, va dans le bon sens et donc c'est de ce côté-là qu'il faut aller. L'individu seul ne peut rien. Vous critiquez fortement le discours de l'adaptation et de la résilience. Pourquoi ces notions, souvent présentées comme positives, sont-elles politiquement dangereuses? Donc dans mon livre «Il faut s'adapter», le titre a un double sens. D'un côté, il désigne une injonction «il faut s'adapter» qui sous-entend qu'on saurait déjà quel est le but, de la vie, qui est, la mondialisation du monde et donc c'est très critique. Je mets entre guillemets, hein, c'est une injonction à s'adapter à la mondialisation et de l'autre, c'est aussi ce que dit John Dewey que je défends. Il faut s'adapter parce que la vie est bel et bien adaptation. Mais l'adaptation chez Dewey est beaucoup plus active, beaucoup plus transformatrice, beaucoup plus démocratique et non pas autoritaire comme dans le cas du néolibéralisme. Donc l'adaptation, elle a un double sens. Elle peut avoir tout à fait un sens positif. Positif si le vivant modèle le milieu, lui imprime sa marque et le transforme, comme elle peut être parfaitement, autoritaire si elle prend, le sens que lui donne le néolibéralisme, à savoir s'adapter à un monde mondialisé dans lequel la division du travail, se fait à l'échelle mondiale et la compétition se joue à l'échelle mondiale. Quant à la résilience, elle tend à imposer à toute forme de vulnérabilité l'obligation d'une performance pour dépasser, la vulnérabilité et donc elle est, tendanciellement, dangereuse. Le néolibéralisme est-il en fin de vie? On voit des signes, je l'ai déjà dit lors de l'entretien à de nombreuses reprises, on voit des signes très, très marqués de fin du néolibéralisme. D'abord avec toutes ces poussées démocratiques qui montrent qu'il ne modèle plus le consentement des populations, il n'arrive plus à fabriquer le consentement des populations. Ensuite avec l'émergence de phénomènes politiques comme le trumpisme qui est une remise en cause de la mondialisation heureuse du néolibéralisme et qui est le retour des frontières, en l'occurrence non pas d'une nation mais d'un empire, puisque comme chacun sait, Donald Trump, veut établir un empire. Il parle de son hémisphère et que autour de cet hémisphère, il y a des frontières, difficilement franchissables qui permettent de réaffirmer la souveraineté, du peuple, MAGA. Donc, tout ça, c'est absolument anti-néolibéral. Donc il y a bien une fin de cycle. Par contre, cette fin du néolibéralisme, cette décrépitude du néolibéralisme, cette mort du néolibéralisme, ce que je dis souvent, c'est qu'elle peut durer très, très, très longtemps. Ça peut prendre, des siècles. C'est pas parce qu'on voit des signes de fin que ça y est, on en est débarrassé. Donc ça peut mourir très lentement et je n'ai aucune idée du rythme auquel, il va disparaître. Ce qui est sûr, c'est qu'il disparaîtra puisqu'il y a un principe fondamental dans le monde, c'est que rien n'est éternel. Donc même le néolibéralisme disparaîtra. Est-ce que vous vous préparez à une arrivée imminente de l'extrême droite au pouvoir? Bah, comment dire? Oui, l'extrême droite, son arrivée semble imminente, mais elle n'a pas gagné. Donc tant qu'elle n'a pas gagné, moi je suis très engagée, à gauche. J'aide le parti, notamment la France insoumise, le mouvement plutôt de la France insoumise, qui me paraît le plus radical dans l'héritage socialiste. J'essaye d'apporter à la France insoumise une question, qui les intéresse, mais sur laquelle il y a encore beaucoup de travail, qui est la question de la démocratie et c'est notamment à travers, mes livres, mais aussi à travers 2 pièces de théâtre que, j'ai, coécrites avec l'historien de la démocratie athénienne, Christophe Pebart et que je joue, en France et à l'étranger, pour, bah,
pour réfléchir avec le public sur ce qu'est le démos et comment le démos peut s'emparer du kratos, du pouvoir. Voilà, c'est quelque chose qu'on expérimente à l'échelle du théâtre et qui est extrêmement réjouissant, et on voit qu'il y a une véritable soif de démocratie et en même temps la peur que la démocratie ne soit pas possible, soit devenue impossible dans nos trop grands pays. Donc nous, on essaie de contrer cette idée en montrant en essayant de partager cette folle envie de démocratie. Il y aurait donc entre le néolibéralisme macroniste, du PS, et l'extrême droite de Marine Le Pen ou de Donald Trump, il y aurait donc une troisième voie, et ce sera le mot de la fin, ce serait la démocratie. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.